Bienvenue dans Une patte dans la psychomote, le podcast créé par des élèves en école de psychomotricité à l'ISRP de Vichy dans le cadre de leur projet extra-académique ou PEA. Dans cet épisode inaugural, nous avons l'honneur de recevoir Cathy Beer, fondatrice de l'association Les Chiens du Silence. Cette association se consacre à la formation et à la remise de chiens écouteurs à des personnes sourdes et malentendantes afin de leur permettre de bénéficier d'une aide précieuse dans leur vie quotidienne. Cathy nous présentera l'histoire et les missions de son association avant de nous éclairer sur le choix du chien écouteur et son dressage. Elle nous donnera également sa propre définition de la médiation animale, un sujet central dans notre projet. Nous sommes heureuses de vous présenter ce premier épisode de notre podcast et nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre tout au long de cette aventure passionnante. Alors, installez-vous confortablement et écoutez Une patte de la psychomote. Rapide historique, nous avons créé avec notre époux en 2010 l'association Les Chiens du Silence, dans l'optique de pouvoir remettre et d'éduquer des chiens d'assistance pour personnes sourdes ou malentendantes. On les appelle chiens d'assistance écouteurs. Ça a été vraiment une volonté pour nous que le chien puisse s'assister la personne partout, que ce soit dans les magasins, dans les transports communs, aller au travail avec eux. De ce fait, on a été regarder tout ce qui se faisait au niveau de la réglementation en vigueur. On a eu la chance d'être épaulé par notre département à ce niveau-là. Et on a suivi vraiment tout ce processus. Alors, ça a mis du temps, hein. Je suis désolée, j'ai le chat qui joue avec le fil de mon ordi. Donc, on a mis 7 ans pour être labellisé centre d'éducation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos chiens ont un statut de chien d'assistance, que les personnes à qui l'on remet des chiens ont une aide animalière et ils ont aussi la gratuité des transports, le droit d'aller partout, que les chiens puissent aller aussi au lycée, en fac et accompagner vraiment partout nos bénéficiaires. Alors, bénéficiaire est le terme de personnes à qui on remet ou on met à disposition le chien. Le chien est remis gratuitement, mais le chien reste propriété de l'association jusqu'à sa mise en retraite. Alors, c'est un point réglementaire, mais c'est aussi pour nous une obligation de suivi. On peut imposer aux gens de suivre le chien. Ça nous permet de voir comment le chien est traité, mais aussi de voir s'il est en capacité d'aider une personne, s'il n'est plus en capacité, pour quelle raison, et si cette raison justifie un arrêt immédiat ou si on peut effectivement anticiper sur la mise à disposition de notre chien. Nos chiens on a un élevage partenaire qui est l'élevage du chemin des Corriganes, avec qui on travaille maintenant depuis 9 ans. Nos chiens sont en majorité des bergers australiens. Alors, on travaille avec d'autres races comme le Labrador, le Golden, le Labradoodle ou le Golden Doodle, je ne sais pas si vous connaissez. C'est du croisement de Labrador ou Golden avec du caniche. Ces chiens donc, sont généralement, on les prend entre 2 et 4 mois. On les met en famille d'accueil jusqu'à leurs 18 mois, avec un cours une fois par semaine avec nos éducatrices. Et on les récupère aux environs, selon la maturité du chien, à 18 mois. Et là, ils vont rentrer ici au centre d'éducation pour suivre une formation intense de 6 mois avant leur remise à leurs bénéficiaires. J'essaye vraiment de retranscrire la totalité du processus, comme ça vous y voyez un peu plus clair. Lors de la remise, il y a une semaine de formation ici sur la structure. Et après, pendant une semaine, on va effectivement suivre le bénéficiaire chez lui. Ça nous permet vraiment de voir comment ça se passe. D'une part, ici, c'est confortable pour le chien. Il connaît l'environnement, il connaît la ville et il peut s'habituer rapidement comme ça à la personne, comprendre aussi les problématiques de son handicap. Et la personne, comme elle est ici sur la structure, elle ne va se consacrer qu'au chien et donner du temps au chien. On ne peut pas dire à un chien allez, ça sonne, il faut que tu me réveilles, ou il y a quelqu'un à la porte d'entrée. Ils ne l'entendent pas. C'est vraiment le lien qui va unir le chien, la personne au chien, qui va faire que le chien va travailler. D'accord. C'est vraiment
ce qu'on appelle le côté police du berger australien qui va permettre de continuer ce travail-là. C'est comme dans la rue, c'est le chien qui va mettre en sécurité la personne et c'est ce lien fort qui unit le couple maître-chien qui va faire que le chien travaille. Bien évidemment, il y a un suivi chaque année en présentiel, mais on a aussi un gros suivi par WhatsApp, hein. Merci, merci le téléphone aujourd'hui. On a aussi un suivi en présentiel tous les ans que je fais aujourd'hui et que je vais pouvoir commencer à déléguer à nos éducatrices. Et la mise en retraite, puisque nous, la mise en retraite est évaluée de deux façons. D'une part, par mon suivi en présentiel, quand je me rends compte qu'effectivement le chien commence à fatiguer. Et de ce fait, je déclenche une demande au vétérinaire qui suit le chien de faire un bilan sanguin, vraiment un gros bilan du chien pour connaître son état de santé. Voilà. La mise en retraite se passe de deux manières, où la personne est en capacité de garder le chien en lui proposant quelque chose de confortable, c'est-à-dire que le chien ne va pas se retrouver du jour au lendemain seul, mais il peut être accompagné, voilà, de membres de la famille, mais le chien sera réellement à la retraite. Ou ça peut être mis chez quelqu'un de la famille qui est disponible pour le chien, ou alors dans ces cas-là, on récupère le chien et on va lui trouver une famille, ce qu'on appelle une famille de retraite. Il est hors de question que nos chiens qui ont été avec un humain pendant 24 heures sur 24, pendant presque 8 ans de sa vie, se retrouvent du jour au lendemain tout seuls dans la maison, dans l'appartement, peu importe l'endroit. Pour nous, c'est pas possible. On ne peut pas demander ça à un chien. C'est hors de sa raison. Autant il est tout à fait en capacité de lâcher son travail, ça, c'est pas un problème, mais se retrouver seul, même s'il a un congénère, il ne comprend pas. Voilà, que vous dire d'autre que durant toute la phase de prééducation et d'éducation, les chiens vont avoir un suivi vétérinaire poussé puisqu'on va, on va mettre en place que ce soit des radios de dépistage de dysplasie, des tests oculaires lorsqu'ils sont nécessaires, des tests auditifs aussi. Ça serait quand même ballot de remettre un chien qui n'entend pas une personne qui est sourde. Ça peut être compliqué. On va s'attacher surtout à ce que le chien et le bénéficiaire aient un caractère assez semblable. On ne peut pas avoir un chien qui ne correspond pas. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas demander à une personne qui est plutôt vive, qui est débordante de joie, qui bouge beaucoup, d'avoir un chien qui est là, qui est posé, qui ne bouge jamais. Enfin, elle ne se reconnaît pas envers ce chien et ça va effectivement, ça peut poser des problèmes émotionnels. Par contre, si elle voit un chien qui est aussi gai qu'elle, qui a envie de bouger, je veux dire, on est dans la continuité. De la même manière, on ne peut pas demander à quelqu'un qui est relativement posé, calme, détendu, qui ne bouge pas trop, d'avoir un chien qui est tout le temps à moitié hyper joueur, même s'ils sont tous joueurs, ils ont effectivement leur caractère. Et c'est vraiment ce qu'on propose. On va aussi mettre en concordance la différence de situation géographique, puisqu'on est la seule structure en France. Vous m'arrêtez, vous me posez des questions, parce que vous savez, moi, je suis une bavarde, hein. Donc, il ne faut pas hésiter. On va mettre en concordance, effectivement, aussi la situation géographique, c'est-à-dire que nous, on remet aujourd'hui dans toute la France. On ne va pas éduquer de la même manière un chien qui va vivre sur Paris comme un chien qui va vivre à la campagne. On va pousser beaucoup plus de choses sur le chien de Paris, telles que la vie urbaine, les escalators, le tramway, le train et le métro, alors qu'effectivement, on va plus aller travailler les vaches, les moutons, les tracteurs, les vélos sur les chemins et tout ça. Voilà. On essaye vraiment aujourd'hui à la fois de faire attention à nos chiens parce qu'il faut les préparer à leur nouvelle vie, mais aussi à la fois de correspondre aux besoins de la personne. On est vraiment dans un équilibre tout au long, voilà, des 2 ans de formation du chien. Rapidement, la structure aujourd'hui, on a une petite structure qui est sur 1 hectare. On a droit à 25 chiens. Une partie de nos chiens sont en famille d'accueil. Ils reviennent régulièrement sur l'assaut, même si on a un cours une fois par semaine. On a un chenil
fermé, couvert de 300 mètres carrés pour les plus âgés. Un parc bébé, un parc chiot où ils vont y rester, qui fait à peu près 50 mètres carrés. On va les y mettre quand les chiots arrivent de l'élevage ou quand on récupère des chiots de familles d'accueil. Alors là, ils vont y être jusqu'à grosso modo 8-10 mois. Et après, on les passera dans le chenil couvert, sachant que le chenil couvert est ouvert sur un parc de 3500 mètres carrés de jardin. Voilà. C'est-à-dire que bon, là aujourd'hui, il pleut. Les chiens sont donc dans le chenil couvert, mais il n'a pas plu beaucoup. On a pu les lâcher un peu dans le parc et ils ont pu jouer effectivement. On va vraiment alterner du travail avec du temps de jeu et du temps de plaisir entre congénères. Nous, le but, c'est vraiment que on a des chiens qui sont tous stérilisés, donc on n'a pas de montée d'hormones, de choses comme ça qui peuvent effectivement mettre en place des petits jeux assez agressifs. Ici, on n'a pas cette problématique. Ça veut dire qu'on peut permettre à une dizaine de chiens de vivre réellement en communauté et de n'être en box que au moment du couchage et de la nuit. Il m'est apparu réellement évident que le chien est un animal de meute, qu'il a besoin de vivre en congénère. On lui demande énormément de choses pendant sa formation. Et c'est tout naturellement qu'il a besoin effectivement d'évacuer émotionnellement, de pouvoir jouer avec ses congénères, de pouvoir avoir du terrain pour pouvoir se débattre, courir, faire ce qu'il a envie, les temps où on n'est pas là pour le travailler. Tout ça est quand même régulé et géré par 2 animalières, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis dans ce parc et puis on voit ce qui se passe de temps en temps. Non, non, on a 2 animalières sur la structure qui vont être toujours attentives à que tout se passe bien. Effectivement, s'il y en a un qui est un petit peu compliqué un jour, on va le sortir, on va le mettre ailleurs, quand il se pose un peu avant pour pouvoir le réintégrer. Voilà, je pense que j'ai fait rapidement le tour voilà, de ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez... Moi, j'en ai une. Oui. Merci. Du coup, les chiens, ils naissent chez vous ou est-ce que vous les prenez dans des élevages ou On les prend, voilà, à l'élevage du chemin des Corriganes, on a un partenariat. Hein. Donc aujourd'hui, partenariat de 9 ans, ça veut dire qu'on est, on est vraiment en confiance que ça soit eux ou nous. Moi aujourd'hui, il me faut une grosse sélection des chiots quand j'en veux. Je leur explique ce que j'attends des chiots et je vais chercher les chiots. On va les chercher loin puisqu'on va les chercher au Mans. On a 7 heures de route aller. Ouais, ça fait voilà. Alors, ce partenariat, on les a découverts un peu bizarrement. Hein, ça a été, voilà, comme ça se fait dans la vie. Moi, j'ai énormément aimé comment étaient les chiens. Bien dans leurs petites pattes, vachement sereins, détendus, pas de problème. Et on a renouvelé l'expérience et effectivement, il s'est avéré que cette expérience était, voilà, c'était ça. J'ai eu beau chercher dans d'autres élevages, je n'ai pas la qualité de cet élevage-là. Ça, c'est une réalité de terrain. Ça fait 13 ans maintenant, ça va faire 13 ans qu'on éduque et remet des chiens. Moi, sur du berger australien, je n'ai pas la qualité que j'ai ailleurs. Ok. Et du coup, vous avez vraiment choisi le berger australien parce qu'il a des qualités particulières ou c'est juste cet élevage, les chiens étaient dans leur tête et tout? Alors, moi, j'ai éduqué énormément de races parce qu'il a bien fallu en trouver une. Ça a été du labrador au départ, ça a été du dalmatien, du berger allemand, du malinois, j'ai eu même du chien de chasse. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du bouvier. Je crois que j'ai testé une quinzaine de races. Je me suis retrouvée avec une petite border assez sympa. J'en ai éduqué de mémoire 8. Les autocontrôles, ce côté excitation qui redescend jamais était un réel problème. Puis certains génétiquement sont programmés à se coucher. Ça, dans la rue, c'était gênant vis-à-vis du regard de monsieur, madame, tout le monde. Hein. Le chien qui se couche pour indiquer quelque chose, les gens avaient l'impression que le chien était maltraité.
Et j'ai découvert un croisé border berger australien qui a été d'une facilité à éduquer. Je veux dire, quand on passe d'un bouvier à un berger australien, voilà, et on passe d'un tracteur à une voiture qui roule bien, qui va bien, avec toutes les options, quoi. Grosso modo, je vous l'image comme ça pour que vous compreniez. Berger australien, j'ai trouvé toutes les qualités que j'attendais, de l'énergie tout au long de la journée, cette capacité de recharger les batteries, cette capacité émotionnelle qu'ils ont à partager un lien. Ils ont vraiment cette envie de faire plaisir, le please, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont aussi une capacité auditive qui est extraordinaire. Moi, j'ai un chien qui connaît plus de 60 sons. C'est énorme. Et qui est en capacité de travailler sur 60 sons. Cette capacité aussi au niveau de tout ce qui est physionomie, ils ont beaucoup d'expressions. Et nous, les personnes sourdes, eh ben, la langue des signes se fait aussi avec les expressions. C'est facile quand vous voyez le chien arriver, les oreilles dressées, et qui vous regarde avec ses grands yeux pour vous dire il y a un truc, et qui vient vous toucher et qui vous regarde comme ça. C'est pas la même chose qu'un chien qui arrive et qui pose la tête et qui vous regarde là un peu à moitié endormi. Avec des sourcils qui se lèvent, des petites choses comme ça. On a aussi un chien de taille moyenne qui passe un petit peu partout. C'est un chien, même si les autocontrôles peuvent être parfois compliqués dans son éducation, une fois qu'il est adulte, qu'il est posé, c'est un chien qui est très linéaire, qui est top. Donc voilà. Voilà pourquoi le choix de l'Australien. Je vous ai dit aussi qu'on prenait de temps en temps d'autres races. Ça va être plus pour du polyhandicap. Quand on va avoir de la surdité avec de l'autisme léger ou des problèmes de motricité, ça peut arriver. On a des personnes qui ont une maladie qui font qu'ils ont des problèmes moteurs plus de la surdité profonde. Donner un Australien qui est quand même assez vif, même s'il est posé, ça reste un Australien, hein. Il y a de l'énergie, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui marche peu. Ouais. Donc, on va plutôt choisir un labrador, un chien un peu plus remplan-plan, un peu plus tranquille. Voilà. Et du coup, au niveau individuel, vous cherchez des qualités particulières chez le chien avant de le former, ou est-ce que c'est seulement de l'acquis, de l'apprentissage qu'il a après? On va tout de suite, moi, ce que je vais chercher, c'est le caractère du chiot pour pouvoir le, le comparer et pouvoir le mettre en concordance avec la personne. Ça, c'est la première chose que je vais chercher. Et après, effectivement, on va avoir des tests tout au long de son parcours d'éducation qui vont nous permettre, avant de rentrer en formation, de savoir que le chien a bien le niveau attendu et qu'il rentre bien dans ce qu'on attend, nous, au niveau de l'éducation. Après, effectivement, on a aussi une part de formation importante. Le chien, même s'ils ont des prédispositions, un Australien va rapidement comprendre qu'il faut aller réveiller la personne. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire vite la corrélation. Quand ça sonne, il m'appelle, il me fait un câlin. Donc, si ça sonne et que j'y vais direct, j'aurai mon câlin plus vite. Je vous fais la version courte, mais grosso modo, c'est ça. On va se servir vraiment de ce moteur du please pour faciliter l'éducation du chien. Ok. Et du coup, quand ils sont en famille d'accueil, ils commencent à apprendre des choses qui seront utiles pour leur travail, ou c'est juste de la sociabilisation et tout? Alors, pour leur travail futur, déjà, c'est super important. Ils apprennent la propreté, ils apprennent à ne pas détruire une maison. C'est quand même un chien qui va habiter en maison ou en appartement, donc c'est pas le tout que pendant que sa cuisine, il mange un barreau de chaise ou la table, ça va pas être super. Ils vont apprendre cette partie-là, effectivement, les ordres de base qui vont être importants après, et toute la sociabilisation. Il faut vraiment que le chien, il soit aussi bien en magasin, dans les lieux ouverts au public qu'en promenade. Ça, c'est quelque chose qu'on va leur apprendre très, très vite. Si vous voyez nos chiens en magasin, ils ont la queue haute, ils sont hyper détendus, ils sont super cool. Dans le métro, c'est pareil. Je veux dire, ils sont aussi bien émotionnellement que s'ils sont effectivement en promenade. C'est vraiment le but de la famille d'accueil, c'est de leur permettre, comme nous, et quand on habite dans des grandes villes, on a l'habitude.
nos parents nous apprennent à sortir, un machin, un truc, et on a l'habitude, on ne se pose plus la question. Et c'est vraiment ce qu'on va apporter à nos chiens, de travailler dans la sérénité et de pouvoir anticiper. Ils connaissent tous les bruits de la ville ou les bruits de la campagne. Et on va, nous, derrière, s'approprier ça pour aller travailler les besoins de la personne. Donc, les familles d'accueil dans lesquelles vous mettez les chiots, ils ont des choses à respecter pour commencer l'éducation des chiots, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. On a un programme qui est défini et qui est respecté, c'est-à-dire que toutes les semaines, on les voit et toutes les semaines, on va leur donner un exercice à faire ou des exercices à faire avec un objectif bien précis. Et effectivement, c'est des personnes qui sont bénévoles. Et si elles n'y arrivent pas, ce n'est pas des professionnels. Si elles n'y arrivent pas, ce n'est pas grave. On va récupérer le chien, on va le travailler 3-4 jours et on va remettre le chien en famille d'accueil. Les familles d'accueil ont effectivement, entre guillemets, un cahier des charges à respecter. Le chien n'a pas le droit de monter sur le canapé, n'a pas le droit de monter sur les lits. Il y a des choses qui sont là, qui sont bien précises. Vous doutez bien, un chien qui est allongé sur le canapé en mode « je dors », vous pouvez aller sonner. Hein. Enfin, s'il est détendu, il est détendu, quoi. C'est un chien, il ne faut pas oublier. Par contre, s'il est dans la même position sur son tapis, il va se lever et il va aller dire à la personne, il va aller la toucher et dire hey, « tu as quelqu'un qui est à la porte. Il va falloir que… » Voilà. On a quand même des choses à respecter, autant, et puis aussi bien pour l'émotionnel du chien. Je veux dire, on est quand même sur un chien où on attend qu'il aide une personne. Il faut aussi respecter certaines choses. Bon, je vous rassure, tous nos chiens à la retraite sont sur le canapé. Et du coup, comment ça se passe pour choisir le chien pour le bénéficiaire? Est-ce que le bénéficiaire peut choisir entre plusieurs chiens ou vraiment vous choisissez un chien pour lui et voilà? Moi, je me suis positionnée à la place des personnes et je me suis dit, si demain on me proposait plusieurs chiens, lequel je choisirais? Aujourd'hui, je suis une professionnelle du monde canin, c'est mon métier, je serai en capacité de choisir. Moi, en tant que personne, individu, vous me montrez 3 chiots, vous allez être capable, vous, de sélectionner un chiot mieux que l'autre, à moins si vous craquez sur la couleur, le sexe, le bleu des yeux, la manière dont il vous regarde, qui vous machin. Voilà. Non, c'est pas possible. On va vraiment sélectionner. Nous, on va, en fait, comme je vous l'ai expliqué, mettre en concordance un chien avec une personne, c'est-à-dire que pendant tous les 2 ans de la prééducation et de la formation du chien, on va envoyer des photos à la personne. On va déjà, quand la commission a validé le dossier de la personne, on va lui dire, voilà, on vous a sélectionné tel chien, on va envoyer une photo du chiot, et tout au long du parcours du chien, on va envoyer des nouvelles. C'est-à-dire que la personne, quand elle revient ici à l'association, le chien le connaît. Mais elle le connaît, elle l'a vu grandir, elle l'a vu se développer, elle a appris les bêtises qu'il a fait en famille d'accueil, elle a appris, elle sait comment il est, et il ne lui manque plus que le toucher. Imaginez-vous, la personne, elle arrive ici, émotionnellement, c'est impressionnant, et tout de suite, elle va sur le chien, elle le prend dans ses bras, elle l'aime déjà. Et cette barrière qu'on peut mettre parfois quand on ne connaît pas un chien, elle ne l'a pas. Et ça fait 50% de la réussite du lien qui se crée comme ça, quoi. Nous, on a les chiens, on attaque la remise le lundi en début d'après-midi, le chien à 4 heures, 2 heures après, il s'est mis à travailler avec la personne. Parce qu'il n'y a pas de barrière. L'humain ne met pas de barrière et le chien ne va pas en mettre. OK. Parce que du coup, les chiens, ils sont choisis pour les bénéficiaires dès qu'ils sont chiots, c'est ça? Et après, on se fait entraîner par rapport à ça? Oui, tout à fait. OK. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de programmes que vous pouvez faire, comme exercice que vous pouvez faire aux chiens pour les éduquer? Alors, de programme ou de résultat ou ce qu'on attend d'eux, c'est pas la même chose. Non, des types d'exercices, par exemple, comment vous allez réussir à lui faire comprendre qu'il aura une récompense s'il fait ça, qu'il faut qu'il La répète récompense l'action. rapidement. Alors nous, on travaille déjà sur de la récompense affective et pas de la récompense. Alors bien évidemment, on fait comme tout le monde au départ sur l'apprentissage de l'acquisition, on va mettre de la friandise et rapidement, on va passer au côté caresse, récompense vocale.
et aussi récompense en langue des signes, puisque nous, nos chiens partent avec un minima de 10 signes, pour ceux qui ne signent pas, mais on a des chiens qui partent et qui n'ont que de la LSF. Donc rapidement, on va travailler le chien à lui indiquer que sa récompense, eh ben, ça sera plus affectif que la friandise. Après, effectivement, on va lui apprendre à venir toucher et accompagner jusqu'au son. Ça peut être pour le téléphone, ça peut être pour la porte d'entrée. Et ça va être du répétitif. Il y a une part à la fois d'intelligence du chien. Il y a quand même un automatisme qui est là, hein. Le processus de tu viens toucher, d'amener à la porte d'entrée, c'est de l'automatisation. Mais c'est aussi une part d'intelligence du chien parce que rapidement, il va faire la différence. Il sait très bien que comment ça s'appelle, l'interphone et la porte d'entrée, c'est la même chose. Donc, quand la personne aboie, quand la personne appuie, il aboie une fois parce qu'il sait très bien que la personne, elle est en bas. Et il dit, moi, je suis là, tu montes pas sans, tu fais attention. Ça, c'est super amusant de voir à quel point ils sont en capacité de rebondir sur des choses qu'ils apprennent. Donc, ça va être tout un processus, voilà, de apprendre à toucher, accompagner jusqu'au son. Ça va être un des exercices. Alors ça se fait par jeu, uniquement par jeu. Derrière, il n'y aura jamais aucune sanction, jamais aucun interdit, parce que le chien doit apprendre à le faire naturellement et à le faire quoi qu'il arrive. Parce qu'après, il y a, là, on est sur un son qui est, je dirais, basique. Il se loupe le téléphone, c'est pas grave. La visio, à un moment donné, elle rappellera la personne. Par contre, imaginez-vous sur une alarme incendie, sur quelque chose qui brûle dans le four. Et là, il faut que le chien et qu'il soit en capacité de désobéir à un ordre direct. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va mettre toute la prééducation à mettre en place le chien, le savoir-vivre du chien, si je peux m'exprimer comme ça. Et à un moment donné, on va leur dire, écoute, il y a quelque chose, il y a un son important, tu as le droit de désobéir si la personne elle te dit assis ou couché, pour continuer à lui dire, mais non, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là, c'est important. Ça, c'est quelque chose qui est relativement important. L'Australien est vraiment en capacité de faire cet exercice. Il le comprend très bien d'ailleurs. Je vous rassure, il n'y a pas de souci. Quand on en arrive là, ils sont ravis. Après, ça va être de la situation en ville où il faut que le chien en famille d'accueil ait déjà bien travaillé en extérieur, en ville, en milieu urbain, et appris effectivement tous les sons du milieu urbain. Et on va leur apprendre sur des heures et des heures de répétition à mettre en sécurité la personne, à le pousser doucement, puisqu'on a quand même une notion d'équilibre. Beaucoup de nos personnes atteintes de surdité ont des problèmes d'équilibre. C'est pas le tout qui nous le colle contre le mur, que la personne se pète un bras, une hanche au passage, quoi. Non, c'est vrai. Il ou elle a raison. Voilà. On a vraiment ce type de répétition. Et puis, à l'apprentissage de la langue des signes, où là, on va, une fois que les chiens connaissent parfaitement bien leurs ordres oraux, le assis, le couché, le pas touché, le à ta place, au pied, peu importe ce qu'on dit, on va mettre la langue des signes derrière. La langue des signes, c'est une semaine de travail. Ça va extrêmement vite. Moi, je peux vous dire que si j'avais appris en une semaine la LSF, je serais contente. Voilà. C'est un chien, quand je dis... Moi, je suis fan. Hein, c'est une race que j'adore, le berger australien. C'est un chien qui est intelligent, mais qui a une intelligence, moi, ce que je vais appeler du cœur. C'est un chien qui est en capacité de donner énormément. Et ça, c'est... Même si on retrouve ça sur d'autres races, moi, je sais que voilà, c'est un chien que j'affectionne parce que... moi, j'ai des exemples. J'ai une bénéficiaire, une fois, elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit Cathy, j'ai ma plaque de cuisson qui sonne. Je viens de la changer, je ne savais pas qu'elle sonnait, c'était pas marqué. Le chien, il n'arrêtait pas de me toucher, de m'amener à la plaque, je ne comprenais pas. Elle me dit j'ai pris le mode d'emploi et j'ai vu qu'il sonnait. Quand c'est chaud, ça sonnait. Elle ne l'entendait pas. Mais ouais, mais elle ne l'entendait pas. J'en ai une autre. Moi, je ne savais même pas à l'époque que les frigos, quand on dans les premiers frigos qu'ils ont fait, qui sonnaient comme ça, je ne savais même pas que ça existait. Et j'en ai une qui m'a envoyé un message en me disant oh, mon frigo, quand il reste ouvert, il sonne. C'est génial, le chien, il me le dit. Je suis restée en me disant punaise, mais c'est génial. Il y a des frigos qui sonnent quand on les laisse ouverts. C'est top. Voilà. Et ça, moi, je ne leur ai pas appris.
mais on est sur une même capacité de son. Donc, ils ont dit, tiens, ça doit être important. Ça sonne tout le temps, ça ne s'arrête pas. Donc, je vais aller lui montrer, peut-être que c'est important. Et voilà. Et en fait, le berger australien va être en capacité de passer. Nous, on va lui donner un socle, une base importante, et il va être en capacité, lui, de s'élever et de se constituer. Et de la même manière, il va être en capacité, certains sons, de les oublier, de les mettre de côté, parce qu'il a bien compris que la personne n'en avait pas besoin. Il va montrer une fois, il va voir que la personne, ouais, bof, ok. Écoute, t'as pas l'air d'apprécier, donc j'arrête. Voilà, c'est quand même, il est aussi en capacité de faire attention à lui. Ça, c'est super important. Donner beaucoup, c'est bien, mais trop donner, c'est pas bien parce qu'en fait, on va arriver sur un mal-être du chien. Et c'est absolument pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait un équilibre. De toute façon, moi, j'ai un indicateur extraordinaire pour ça. Si le chien bosse pas, c'est qu'il y a il y a un gros souci. Comme je vous ai expliqué au début, on ne peut pas obliger le chien à travailler. Ils n'entendent pas, donc ils ne savent pas. Si les chiens travaillent, c'est que tout se passe bien à la maison. Et s'ils travaillent sur la durée, je ne parle pas une semaine ou... Non, non, s'ils travaillent sur la durée, c'est que tout se passe bien. Et du coup, vous, à la base, vous faisiez quoi? Enfin, pourquoi vous avez du coup décidé d'ouvrir cette association? Alors, moi, j'étais monitrice d'équitation à la base. J'ai eu un grave accident qui a fait que je faisais de l'équithérapie. J'ai dû arrêter mon métier. J'ai fait énormément d'autres choses entre-temps et j'ai toujours voulu revenir au handicap. Quand on a eu quand j'ai eu mon troisième enfant, j'ai dit, ah, ça serait bien, j'ai 3 ans là, j'aimerais bien revenir dans le handicap et tout. Mon mari m'a dit, bah, écoute, tu as 3 ans de congé parental, tu vois ce que tu peux faire. Et bêtement, un jour, j'ai vu un reportage sur les chiens écouteurs d'Angleterre. Et j'ai dit, mais c'est ça, mais c'est génial, mais c'est exactement ce que je veux faire. Ça me correspond. Je veux dire, on n'est pas obligé de dire au chien ce qu'il a à faire. C'est vraiment le lien qui unit le chien et la personne. Et c'était moi, c'était voilà, c'était ce que j'avais envie de faire. Donc, bon. Après, ça a été beaucoup de recherches, hein. On a mis 2 ans à créer l'association et j'ai eu un an de formation derrière, hein. Mais voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à créer les Chiens du Silence. Et du coup, vous embauchez des personnes ou vous faites ça toute seule avec l'éducatrice? Non, non. Alors aujourd'hui, on est 7 salariés. J'ai on est 8 salariés. J'ai 3 éducateurs en formation, un éducateur et 2 éducatrices en formation. Les 2 éducatrices sont sur leur dernière année de formation. L'éducateur vient d'arriver. J'ai une autre éducatrice qui arrive là en juin. On a 2 animalières, un chargé de communication. Et moi. Aujourd'hui, et moi, en fait. Voilà, donc on a remis notre 100e chien en octobre. Ah ouais, ok, très bien. Alors, on est une petite structure, on n'a pas envie de devenir trop grand. Pourquoi? Parce que on se dit structure familiale, on a envie de conserver ce côté famille, ce côté, alors je ne sais pas comment ça sera quand on n'y sera plus, hein. Ça c'est autre chose, pour l'instant on y est. On a envie de conserver cet échange avec nos salariés, cet échange avec nos bénéficiaires, cet échange avec nos familles d'accueil, d'être disponible un peu pour tout le monde. Et puis moi j'ai besoin de connaître tous les chiens, j'ai besoin de connaître tous les bénéficiaires, voilà, ça fait partie du moteur. Enfin, mon premier chien est à la retraite maintenant, il a 14 ans. Vous imaginez bien que moi, quand je reçois des photos, qu'elle m'envoie des photos, elle m'en a envoyé encore la semaine dernière, hein, avec sa mine, son nez, là, il est tout blanc et tout, voilà, c'est extraordinaire. Et je vais aller le voir d'ici quelques semaines. Je veux dire, il me fait autant la fête que quand je l'avais ici en formation, quoi. Et ça, c'est génial. Il y a un côté très gratifiant de pouvoir éduquer des chiens, c'est que eux n'oublient jamais. Et on a aussi ce côté où quand la personne vous envoie un mail en vous disant, ah, heureusement que j'avais le chien, j'ai failli me faire écraser par un bus. Je l'ai
Je ne l'ai pas entendu, je ne le voyais pas, je ne l'ai pas entendu. S'il n'y avait pas eu le chien, je me faisais percuter par le bus. Et là, vous vous dites, ouais, ok, c'est un métier qui est pas toujours facile émotionnellement, hein, mais ouais, mais quelque part, on a servi à aider une personne. Et ça, moi, je trouve que rien que pour ça, c'est un super métier. Alors nous, on est un petit peu différente des autres structures puisque moi, je suis directrice technique de 8h30 le matin à 17h15 et après, je deviens animalière puisque j'ai plus personne sur la structure, que les chiens sont chez moi. Du coup, ben, c'est moi qui vais ramasser les caca, c'est moi qui donne à manger, c'est moi qui vais faire les câlins le soir quand je mets tout le monde au dodo. C'est moi aussi qui me lève la nuit quand j'en ai un de malade. Mais tout ça, malgré le fait que ça soit 365 jours sur 365, c'est top. Parce que ben, moi, mes collègues de travail, ils sont toujours contents, ils sont toujours heureux de me voir. Ils ont, voilà, et ça, c'est top. Et ça, je pense que derrière, on peut dire ce qu'on veut, mais on a des animaux de compagnie qui sont extraordinaires du moment où on leur accorde un minima d'intention et un minima de savoir-vivre et de savoir-être, nous, humains, et pas eux. Eux ne font euh, que nous copier dans qui on est et dans ce qu'on fait. Alors, je sais pas, je pars, hein. Arrêtez-moi. Hein. Non, mais c'est super intéressant, il n'y a pas de souci. Je suis une bavarde. Hein. Ce qu'on fait aussi, c'est, vous me dites, hein, parce que je vous sens un peu à court de... on fait aussi de la sensibilisation auprès des écoles, que ça soit primaire, que ça soit collège et lycée. C'est important pour nous d'expliquer à nos enfants de demain ce qu'est le handicap, qu'il ne faut pas s'en moquer, qu'il faut justement l'accompagner. Être vigilant parce qu'un accident de voiture, ça peut arriver, ou un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde et on peut se retrouver dans cette situation-là. Aujourd'hui, c'est important aussi d'expliquer ce que fait le chien, de respecter ce chien, de ne pas se jeter sur un chien quand on le voit en magasin ou au travail parce qu'il est en train d'aider une personne et que ça le déconcentre. Et surtout, les gens ont énormément de mal à comprendre que bah, le chien, il ne les connaît pas. Ça, excusez-moi du terme, ça le fait chier de se faire caresser par un inconnu. Ça, c'est super compliqué. Je veux dire, et ça, quand on l'explique aux enfants, qu'on leur dit, écoutez, voilà, est-ce que vous aimeriez qu'un inconnu vous prenne dans les bras? Alors là, vous avez des visages horrifiés. Je dis, c'est pourtant ce que font vos parents quand ils viennent caresser nos chiens, quoi. Et là, ça les fait réfléchir. Je lui dis, ben déjà, commencez à arriver en disant bonjour. Moi, j'ai des gens qui arrivent, on est en train de sortir les chiens, et la personne, elle regarde le chien, fait, ah, bonjour, toi. Oh là là, que t'es beau. Et moi, je suis à côté en train de me dire, mais et moi, je regarde la personne, je fais. Et généralement, ou je discute avec son sac à main ou avec son caddie, ou je fais comme elle, hein, parce que ça veut dire que derrière, ils vont faire la même chose avec la personne handicapée qui va être accompagnée du chien. C'est catastrophique. On ne peut pas traiter un humain comme ça. Et tout ça, c'est aussi de l'accessibilité, c'est permettre aux personnes d'avoir de pouvoir rentrer partout parce qu'on a un droit, on a une loi derrière qui permet à nos chiens de rentrer partout. Donc, on travaille avec le chien, on essaye d'être vraiment dans l'harmonie, le bien-être de l'éducation du chien et à la fois d'accompagner au mieux nos personnes handicapées. Je crois que c'est vraiment la volonté de notre structure aujourd'hui et de pouvoir partager ce bonheur. Ouais, je pense que c'est un vrai bonheur de pouvoir faire ce métier aux enfants et aux autres. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette interview, c'est de pouvoir vous faire partager un petit moment de ma vie, d'essayer de vous faire sentir à quel point c'est hyper agréable, quoi. Alors, je dis pas que c'est tous les jours facile, hein. Je peux vous dire que quand il faut se lever à 6 h du matin, qu'il fait -4 dehors, qu'il flotte, voilà. C'est pas que voilà que on est en plein de travaux actuellement, c'est pas une cour qu'on a, c'est un terrain vague, et ben c'est pas grave, il pleut, allez, on a nettoyé les chiens, ils traversent la cour, c'est comme si vous avez rien fait. Voilà, c'est des anecdotes, tout ça, ça va être des anecdotes. Ça fait partie du métier, ça fait partie aussi de qui on est, et je crois qu'il ne faut pas oublier ce côté-là. Travailler avec les chiens, eh ben, c'est aussi partir en balade quand il ne fait pas super beau, quand on a plus envie de rester au chaud que ben non,
Ben non, eux, ils ont le droit, hein, il pleut, ils peuvent pas aller dans le parc parce que le parc est inondé. Et ben ouais, et ben on prend les chiens et on va en balade, on se couvre bien. Et on se rend compte, en fait, au bout de la 4e balade, qu'on est super content d'y avoir été parce que ça nous a fait prendre un grand bol d'air. Ça nous a changé les idées. Les chiens sont contents et nous aussi. Donc voilà, ça fait partie vraiment de notre métier. Du coup, quand vous allez dans les écoles, c'est vous amenez les chiens ou juste, enfin, juste, vous faites juste une intervention comme ça en parlant? Non, on amène toujours les chiens, on amène toujours les chiens. Les interventions, c'est aussi bien pour eux que pour nous. Ça nous permet aussi, ça nous permet de leur montrer nos chiens. Ça leur permet aussi de ne pas se précipiter, de leur apprendre comment approcher un chien. Ça, c'est extrêmement important, surtout pour les plus jeunes, hein. Et ça permet aussi... Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. Viens là, viens dire bonjour. Viens, voilà. Donc, je vous présente Golden, mon berger australien. Voilà. Ça nous permet aussi, nous... Tu descends, chouchou. Allez. Non, 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 non. Descends. Ça nous permet aussi de voir comment nos chiens réagissent quand il y a beaucoup d'enfants. Surtout quand on sait qu'il va être entouré d'une famille assez nombreuse. Même si le chien est en famille d'accueil, dans une famille où il y avait des enfants, ça nous permet effectivement d'aller pouvoir travailler un peu plus si on sent que le chien est un petit peu mal à l'aise. Voilà. C'est des indicateurs, hein. C'est des indicateurs. On ne mettra jamais en danger ni le chien ni les enfants parce que on les manipule tellement que c'est jamais le cas. Mais un chien peut effectivement parfois être mal à l'aise avec une classe de 30 ados très bruyants, un peu bêtes, qui ricanent, qui caquettent, voilà, comme on l'a tous été à un moment donné dans notre vie. Et si on se rend compte qu'effectivement le chien est un petit peu mal à l'aise, on se dit, ah tiens, il va falloir qu'on renforce un peu ça. C'est pas bien, c'était pas bien pour lui, donc il faut, voilà, on va travailler ça en douceur avec lui pour qu'effectivement l'intervention d'après, il soit beaucoup plus détendu et que ça se passe beaucoup mieux pour lui. Le but, c'est à la fois de se rendre compte de ce qui est pas agréable pour le chien, mais pas de l'ignorer, mais vraiment de trouver de vraies solutions pour que la fois d'après, il soit détendu, serein et que ça se passe très bien pour lui. Vous ne pouvez pas dire à des enfants, bon, vous allez vous calmer parce que le chien, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, vous pouvez permettre au chien, en le travaillant, en le désensibilisant un peu plus, de lui permettre d'être relativement serein et détendu et du coup de profiter de ce moment-là aussi. Voilà. Du coup, peut-être le petit mot qu'on aurait bien aimé vous demander, c'est est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du coup de la médiation animale? Parce que du coup, pour le PEA, c'est quelque chose d'assez important. Et est-ce que vous considérez que vous, par votre travail et vos actions, vous faites de la médiation animale? Alors, si on prend la définition pure et dure, non, je ne fais pas de la médiation animale puisque je fais du chien d'assistance et que nous, on remet à une seule personne. La médiation est pour aider, pour permettre d'accompagner à un moment donné plutôt un groupe ou une personne qui va être ou en EHPAD ou en institut. Mais on fait quand même quelque part de la médiation puisque nos chiens permettent aussi un apaisement à nos personnes. Ça, c'est important. Ils sont en hypervigilance tout le temps, puisqu'ils n'entendent pas, ils ne savent pas ce qui se passe et le chien va apaiser cette situation-là. Je pense que la médiation animale, c'est de permettre, en ayant un chien extrêmement bien dans ses petites pattes, émotionnellement, physiquement, de pouvoir aider des personnes qui sont en situation de fragilité. Pour moi, la médiation animale, c'est ça. Il ne faut pas oublier le chien, il ne faut pas oublier la personne. Et il faut que les deux puissent se croiser et intervenir dans les meilleures conditions qui soient. Si un chien est bien, la séance de médiation se passera toujours très bien. Voilà. Et là, effectivement, vous avez un référent pour ça, hein. En médiation, c'est toujours une personne qui va accompagner le chien. Sur le chien d'assistance, c'est le chien qui va accompagner une personne. On est sur un autre registre, mais ça ne peut se faire dans tous les cas que si le chien est bien physiquement et bien émotionnellement. Dans tous les cas, quel que soit
ce qu'on doit faire quand on travaille avec les chiens, il faut que le chien au départ soit bien. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, très bien, merci. Voilà. J'espère que j'ai été bavarde, je suis désolée. Non, c'est Très bien. c'est parfait. Voilà. J'espère que ça vous a permis voilà, d'avoir un peu plus de foi dans dans ce que vous faites. Vous avez beaucoup d'interviews ou pas? C'est la première, là, pour Oui, c'est la l'instant. première. Donc on expérimente un peu le truc, mais en tout cas, c'est super chouette d'avoir des retours et d'avoir vraiment des vraies expériences en fait sur la médiation animale et ce qu'on peut en faire dans toute la diversité que ça propose. Ouais, c'est vraiment un métier. Alors nous, on est un petit peu à part puisque nous, on remet gratuitement le chien, hein. La médiation en tant que telle, c'est plus des séances, je dirais, qui sont payantes ou gratuites pour le chien visiteur. Dans tous les cas, c'est toujours un investissement de la personne par le biais du chien. Moi, je trouve ça très bien. Pour moi, il faudrait qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. On n'en fait pas assez, que ce soit pour nos personnes âgées, que ce soit pour les personnes en institut. Euh, Moi, je vous dis bravo. C'est très bien ce que vous faites. Continuez. Il faut intervenir auprès de ces personnes en situation de fragilité. Ça sera peut-être nous demain, malheureusement. Moi, j'aimerais bien, quand je serai une petite vieille, peut-être en EHPAD, avoir un chien ou un chat ou je sais pas, ou un cheval. On en voit de plus en plus. Moi, ça me ferait super plaisir d'avoir un petit équidé qui vient me faire un petit coucou de temps en temps. S'il serait sur la structure, ça serait encore mieux. Pour moi, c'est vous, demain, qui allez nous permettre, à nous, personnes vieillissantes et les personnes en situation de fragilité, de pouvoir vivre au mieux ces changements qu'on peut avoir dans la vie. Donc, bravo, continuez les filles, c'est important. Merci. Merci. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, courage, continuez bien, bossez bien, c'est super important. Merci beaucoup. Merci. Voilà qui conclut le tout premier épisode de Une patte dans la psychomote. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion passionnante avec Cathy Beer, fondatrice de l'association Les Chiens du Silence. Nous tenons à remercier Cathy Beer pour avoir partagé son temps et son expertise avec nous, ainsi que vous, pour nous avoir rejoints dans cette aventure. Si vous avez aimé cet épisode et souhaitez en savoir plus sur la psychomotricité et la médiation animale, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram que vous retrouvez sous le nom Une patte dans la psychomote. À bientôt pour le prochain épisode de notre podcast où nous aborderons de nouveaux sujets passionnants dans le domaine de la psychomotricité et de la médiation animale. Merci de nous avoir écoutés.